C'était le Grand Prix qu'on attendait le plus, avec des améliorations, un nouveau moteur pour Ferrari et peut-être des problèmes de fiabilité pour Mercedes. Résultat, on a été très déçus. En tout cas, c'est mon cas. Je sais pas si je m'étais monté la tête, mais je m'attendais vraiment à un Grand Prix d'Autriche de fou, comme ça a été le cas ces dernières années. Et je ressors de ce week-end avec un petit peu de déception et même un petit peu d'inquiétude pour la suite de la saison. Alors comme d'habitude, installez-vous confortablement. N'oubliez pas de booster cette vidéo si vous êtes sur mobile, ça nous aide énormément. Merci à tous ceux qui le font. Et sans plus tarder, il est temps de faire le débrief du Grand Prix d'Autriche 2026. On va commencer par la note de ce Grand Prix et je sais pas pourquoi, mais j'ai été déçu de ce Grand Prix d'Autriche. Et pourtant, il s'est passé pas mal de choses. On a eu pas mal d'ingrédients pour avoir une bonne course. On a eu des premiers tours excitants, on a eu des dépassements, on a eu de la stratégie, on a eu une virtual safety car. On pourrait se dire sur le papier que la course était sympathique, mais je me suis ennuyé. En fait, quand je compare aux anciens Grands Prix d'Autriche avec les anciennes réglementations, on avait toujours des batailles, des dépassements avec le DRS et au fur et à mesure de la course, ça restait excitant. Là, j'ai trouvé qu'à un certain moment, la course s'est très vite calmée et surtout la deuxième partie du GP a été très ennuyeuse. Heureusement, on a eu Verstappen et Antonelli qui nous ont donné un peu de suspense en fin de course, mais pour qu'au final, il n'y ait pas de changement. Peut-être que je suis très dur, je vous laisse me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord, mais je m'attendais à mieux. Alors avant de s'attaquer au premier élève du conseil de classe, on va faire les mentions honorables. On est obligé d'en parler. Pour commencer, Cadillac. Voilà, mention honorable mais désastreuse. 4 tours pour les deux voitures. J'ai rarement vu une équipe autant en difficulté sur un week-end de course. Des problèmes de fiabilité sur toutes les séances, problèmes de frein pour Bottas depuis 3 Grands Prix d'affilée qui deviennent sérieusement inquiétants et surtout un double abandon après 4 tours de course. Honnêtement, c'est très inquiétant pour cette équipe. Deuxième mention honorable, comment ne pas le mentionner, c'est le drone. Voilà, le drone, on aime ou on n'aime pas, vous me direz dans les commentaires. Personnellement, j'ai très vite été saoulé de ce drone qui, certes, est une très bonne idée, c'est une très bonne chose d'innover. Je trouvais la qualité pas exceptionnelle, je trouvais que l'utilisation était un petit peu forcée et surtout, on ratait beaucoup de fois le dépassement ou le freinage du virage 4. Donc j'avoue qu'au début, j'aimais bien. À un moment dans la course, j'étais en mode, on a compris et j'aimerais bien voir la course normalement. Pour le premier élève de ce conseil de classe, on va commencer par les bons élèves et on va commencer avec Racing Bulls. Voilà, j'en parle rarement dans les débriefs, mais je pense que ce week-end, c'est l'occasion d'en parler. Week-end impressionnant pour l'écurie petite sœur de Red Bull avec 2 voitures en Q3 en qualification, 2 voitures dans le top 10 en course. J'ai été agréablement surpris du rythme de ces 2 voitures et surtout du niveau de compétitivité des 2 pilotes qui, mine de rien, font quand même une très bonne saison. Lawson remplit bien, je trouve, son rôle de leader, entre guillemets, dans cette équipe. Arvid Lindblad fait un début de saison exceptionnel et pourtant, on n'en attendait pas beaucoup de sa part. Et j'en suis même au point, pour être honnête, de me dire que Racing Bulls va redevenir une menace pour Alpine pour la suite de la saison. Alors oui, pour la première fois de la saison, Gasly n'a pas marqué de points. Ça arrive, mais Racing Bulls, mine de rien, commence à être menaçant et à montrer de très belles choses ce week-end. Je vous dois un mea culpa, parce que si vous me suivez depuis le début de la saison, vous le savez, dans mes pronos de début d'année, j'avais été très dur avec cette équipe et surtout avec Arvid Lindblad. Bon, au final, ça se passe très bien pour eux. Je suis très content de les voir performer, surtout Arvid Lindblad, qui est un très bon pilote, qui est très sympathique. Néanmoins, c'est l'occasion aussi d'en parler. Je suis un peu inquiet suite à la rumeur qui a émergé ce week-end avec Tsolov, un pilote de Formule 2 de l'académie Red Bull. Si vous n'avez pas entendu parler de cette histoire, Tsolov pourrait potentiellement remplacer Lawson l'année prochaine chez Racing Bulls. Je serais assez déçu parce que je trouve que Lawson n'est pas un mauvais pilote, fait quand même de très belles choses chez Racing Bulls. Je pense que ce serait peut-être l'occasion de laisser un petit peu de temps à Tsolov avant d'arriver en Formule 1. Bref, un grand chapeau à cette équipe qui, à mon goût, aurait dû passer un peu plus à la télé. Mais bon, ça, c'est la réalisation et on commence à avoir l'habitude avec les équipes du midfield. Mon deuxième élève du conseil de classe est l'écurie grande sœur, voilà, Red Bull. Félicitations au final à l'équipe autrichienne qui a réalisé un week-end assez impressionnant. Red Bull a rapporté beaucoup d'améliorations qui ont fonctionné et ça m'inquiète un petit peu en tant que fan de Ferrari, mais j'avoue que ça me donne de l'espoir pour la suite de la saison. La voiture n'est quasiment plus en surpoids, ce qui la rend très compétitive. On attend toujours les résultats officiels de la duo. Quand je vois les performances de Red Bull et Racing Bull ce week-end,
Je me dis que le moteur Red Bull Ford n'est peut-être pas si mauvais quand même. Au global, Red Bull a fait un très très bon week-end et était la deuxième meilleure voiture du plateau. Et ça, pour moi, il y a un mois, c'était inimaginable. Hadjar, de son côté, a fait un week-end solide avec pas mal de problèmes, que ce soit de réglage ou notamment de déploiement d'énergie en qualification qui l'ont empêché d'être aux avant-postes. Du côté de Verstappen, bon certes, il y a une petite erreur en qualification, on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo, mais le rythme en course était ultra impressionnant. Pour vous dire, ça m'a choqué quand j'ai vu cette stat, Max Verstappen, si on fait la moyenne des tours de la course, était plus rapide que les Mercedes, notamment celle de George Russell qui a gagné la course. Je pense que personne n'aurait pu miser sur un Max Verstappen qui joue la victoire ce week-end en Autriche. Je pense que du côté d'Adjar, s'il était parti un petit peu plus haut, on aurait peut-être pu avoir aussi un très gros résultat de sa part. En tout cas, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, Red Bull est de retour. Avec ce que j'ai vu ce week-end, pour moi, Red Bull est de retour. Alors, est-ce que ce sera seulement sur les circuits avec peu de virages et beaucoup de lignes droites? Est-ce que ce sera sur tous les circuits? On aura la réponse dans les prochaines semaines. En tout cas, entre ce que Ferrari a montré à Barcelone, que Red Bull a montré en Autriche et Mercedes qui reste bien évidemment la référence, je pense qu'on va avoir de très très belles batailles durant les prochains Grands Prix. Troisième élève du conseil de classe et je suis obligé de leur taper dessus alors qu'il y a 2 semaines on était extrêmement heureux pour eux, c'est Ferrari. Forcément un avertissement au vu du week-end désastreux qui s'est produit en Autriche. Hormis le résultat de la Q3, de la séance de qualification qui est un petit peu inexplicable, la totalité du week-end pour Ferrari a été très mauvais. Que ce soit les séances d'essai, la course, le rythme, la dégradation, il n'y a rien de positif à tirer de ce week-end pour les rouges. Alors, vous ne le saviez peut-être pas, mais je pense qu'on s'en doutait, l'Autriche était l'un des pires circuits pour Ferrari. Voilà, il fallait s'attendre forcément à ce que ce soit compliqué. Ça manque de Vmax, on l'a vu dans les lignes droites face aux Mercedes, il y avait beaucoup de dégradation. Ferrari essaye de compenser en mettant beaucoup plus de puissance en sortie de virage, ce qui fait surchauffer les pneus arrière, mais quand même. Il y avait quand même quelques améliorations ce week-end sur la voiture. Il y avait notamment la première phase d'adduo qui a été introduite par Ferrari avec un nouvel élément sur le moteur qui devait ramener environ 7 chevaux. Et bah, résultat, moi, ça m'inquiète un petit peu. On a très rapidement vu, dès les premiers tours, que les deux pilotes étaient en souffrance. Leclerc s'est tout simplement effondré. Hamilton a quand même réussi à tenir un petit peu le rythme et à essayer de s'accrocher avec Russell. Sauf que très rapidement, Hamilton s'est fait rattraper par Verstappen, puis n'a pas réussi à rester avec Verstappen, puis rattrapé par Piastri. Ensuite, on a eu les arrêts au stand et la stratégie d'Hamilton qui était un petit peu douteux. D'ailleurs, je tiens à éclaircir un point là-dessus, mais c'est bien Hamilton qui a demandé à passer sur des softs et à faire 3 stops. Ferrari, de base, voulait faire 2 arrêts, et c'est pour ça que la stratégie de Lewis Hamilton a changé pendant la course. Même si ça n'a pas fonctionné, j'avoue que j'ai quand même aimé l'audace. Forcément, à la fin de la course, tu te dis que c'était pas la bonne idée, mais au moins, ils ont essayé de faire quelque chose. Hamilton a proposé quelque chose de différent pour essayer de bouger et d'aller chercher mieux. Ça aurait pu marcher, ça n'a pas marché, ça, c'est encore une autre discussion. Par contre, ce qui m'inquiète le plus avec Ferrari, c'est Charles Leclerc. C'est Charles Leclerc parce que là, il n'y avait pas de problème, mis à part une petite ailette sur l'aileron avant en fin de course, mais il n'y avait surtout pas de rythme, il y a un manque de confiance et il y a un manque de résultats qui commence à énormément m'inquiéter. Je ne sais pas ce qui se passe pour Charles, mais c'est le pilote qui a perdu le plus de positions dans le top 10 sur le Grand Prix d'Autriche. C'est le pilote qui était le moins en confiance, c'est celui qui a réussi le moins de dépassements. Il a subi littéralement sa voiture pendant tout le Grand Prix et je me dis, mais qu'est-ce que ça va être la suite de la saison ? Leclerc est en train de tomber petit à petit dans l'ombre de Lewis Hamilton. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat du pilote surcoté. Par contre, on aura un sujet sur la chaîne qui arrive dans les prochaines semaines concernant Ferrari. Donc, abonnez-vous bien et activez bien la cloche. Et j'espère que Leclerc va être capable de rebondir. La prochaine course, c'est Silverstone. C'est chez Lewis Hamilton, c'est chez George Russell aussi. Donc, je pense que ça va être très très dur de performer là-bas. Si vous voulez mon avis, je pense que Leclerc n'est pas du tout familier avec ses voitures. Autant il aimait beaucoup les voitures à effet de sol et pouvait attaquer au maximum, autant là, la gestion de la batterie, je pense, lui pose beaucoup de problèmes et j'espère que Leclerc va enfin trouver des solutions pour performer dans les prochains Grands Prix. Dernier élève de ce conseil de classe, et vous vous doutez de qui on va parler. Si je vous dis heure de colle, forcément, on parle de la FIA qui commence à m'énerver. Voilà, je vais vous le dire, ça commence à être difficile de supporter les erreurs que la FIA fait week-end après week-end. Alors déjà, on a eu cette histoire à Monaco avec la pit lane. Gasly avait récupéré son podium, Mercedes a voulu faire appel une semaine après, ça n'a pas fonctionné, la FIA a avoué avoir commis une erreur qui a quand même eu un impact sur 6 pilotes pendant le Grand Prix de Monaco. Rebelote ce week-end en Autriche, encore avec une erreur, des décisions un petit peu bancales.
Alors, on va parler de ce qui s'est passé en qualification juste après, avec l'action du week-end, et je vais vous donner mon avis sur ce qui s'est passé avec Russell. Mais au-delà de ça, même en course, il y a des décisions pour moi qui n'ont pas de sens. Le fait qu'on mette une VSC par exemple pour la voiture de Carlos Sainz, je ne comprends pas comment avec une voiture dans une ligne droite, avec des humains qui viennent sur la piste pour pousser la voiture dans les stands, qui plus est, qui n'étaient pas fermés, la pit lane a été fermée beaucoup plus tard, je trouve que ces décisions sont injustifiées. Je ne comprends pas la logique derrière les décisions prises par la FIA. Le problème de ces erreurs, si on peut les appeler comme ça, c'est qu'elles ont un impact sur le sportif. Elles ont un impact sur les résultats et elles coûtent cher à certains pilotes. Et le deuxième problème avec ça, c'est que nous, derrière, on n'a pas d'explication. Je ne vais pas faire une comparaison avec le foot ou le rugby ou quoi que ce soit, mais quand un arbitre, du coup, explique une décision, ça nous permet de comprendre pourquoi on va dans le sens. Après, on est d'accord ou pas d'accord. Avec la FIA, les décisions sont prises, mais il n'y a pas de communication. Vous le savez si vous me suivez, moi je suis pas fan de la VSC. Pour moi, elle ne devrait pas exister, on devrait sortir une vraie safety car. Sauf que lors de mon React, on m'a dit, pour le plot qu'Albon a percuté, on va pas faire sortir une safety car pour un plot de 30 secondes. Et là-dessus, c'est pas faux. Sauf que du coup, comment on prend les bonnes décisions? Comment la FIA, qui d'ailleurs change tous les week-ends ses commissaires et sa direction de course, peut prendre des bonnes décisions et avoir une suite logique week-end après week-end? Ce qui commence à me déranger avec cette saison, c'est qu'on parle plus souvent des décisions de la FIA et de l'impact qu'elles ont plutôt que réellement du sportif et des résultats de la course. Tous les week-ends, j'ai l'impression qu'on remet en cause une victoire, on remet en cause un podium, une pole position à cause d'une décision de la FIA. Et ça, personnellement, ça commence à m'énerver. Alors, quelle est la solution? Est-ce qu'on établit des commissaires permanents toute l'année? Est-ce qu'on établit un nouveau règlement, une nouvelle façon de communiquer, la FIA? Je sais pas, c'est une très bonne question et c'est quelque chose sur lequel, à mon avis, il faudra se pencher parce que je pense qu'on va avoir de nouveaux problèmes dans les prochaines semaines avec la FIA. Bon, avant de passer à l'action du week-end et on va parler de ce qui s'est passé en qualification, j'ai une question à vous poser et elle concerne Charles Leclerc. Est-ce que vous pensez que Charles Leclerc va pouvoir rebondir dans cette saison 2026? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un déclic à un moment où on va retrouver le Charles Leclerc qu'on connaissait il y a quelques années? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et de toute façon, comme je vous l'ai dit, on en reparle dans une vidéo très bientôt. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu l'action du week-end dans un débrief et je pense que là, c'est l'occasion d'en parler. On va revenir sur la pole position de George Russell et je vais vous donner mon avis, vu que ça a fait énormément parler. J'ai vu que beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord avec moi sur les réseaux sociaux. Alors pour remettre du contexte, on arrive en Q3, Max Verstappen se sort dans l'avant-dernier virage, George Russell arrive dans cette même partie du circuit et réussit à améliorer son temps et prend la pole position alors que le dernier secteur est sous drapeau jaune. S'il y a bien un point sur lequel je veux appuyer, c'est le fait que George Russell n'a rien fait de mal. J'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux critiquer et dire que c'était injuste, c'était pas sportif d'avoir amélioré alors que tout le monde avait lâché son tour. Si on regarde bien ce qui s'est passé, George Russell a fait son travail. Lui, son but, c'est de faire les meilleurs résultats possibles avec les conditions qui l'entourent et l'environnement qu'il a. Et là, l'environnement en question lui a permis d'aller chercher la pole position. L'erreur, elle vient de la FIA. Si on regarde le système des commissaires qui annoncent les drapeaux jaunes, on voit bien qu'il y a eu un changement pile au moment où George Russell passe dans ce virage. On passe d'un double drapeau jaune à un simple drapeau jaune. C'est là où Russell passe. Et une fois que Russell passe, on remet un double drapeau jaune. Et c'est pour ça que Russell est le seul pilote à avoir pu améliorer son temps. Les excuses de Russell, elles sont valables. C'est même pas des excuses. Il a bel et bien levé le pied. Alors on est 100% d'accord que ça lui a pas fait perdre beaucoup de temps, mais il a levé le pied. Il y a bien eu un simple drapeau jaune, donc il n'avait pas besoin de ralentir drastiquement. Et au final, George Russell a totalement respecté le règlement. Moi, la question que je me pose, c'est comment en qualification, lorsqu'une voiture est dans le mur, on ne peut pas sortir un drapeau rouge. La justification de la FIA, c'est de dire qu'il n'y avait pas assez de temps pour relancer la session. Pour moi, ça ne change rien. Les pilotes ne devraient pas être capables d'améliorer ou de finir leur tour s'il y a une voiture dans le mur. En MotoGP, s'il y a un drapeau jaune, personne ne peut améliorer le dernier secteur. Et ne me parlez pas de mini-secteur parce que c'est comme ça que la Formule 1 fonctionne. Pour moi, c'est très simple. Voiture dans le mur égale fin de session. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'en veux pas à George Russell qui a fait son travail. J'en veux un peu plus à la FIA qui, je pense, a encore pris une mauvaise décision et a encore eu un impact sur le sportif du week-end. Pour ce qui est du classement pilote, malgré la victoire de George Russell, Antonelli est toujours en tête avec 40 points d'avance. On retrouve Lewis Hamilton 3e avec les deux McLaren maintenant 4e et 5e, séparés par un tout petit point.
Leclerc en difficulté juste derrière. Et Verstappen, malgré sa 2e position ce week-end, toujours 7e au classement pilote. Derrière, on retrouve Hadjar, Gasly et Lawson pour compléter le top 10. Pour ce qui concerne le classement constructeur, bien évidemment, Mercedes est toujours en tête et je vois mal Mercedes perdre le titre cette année. Ferrari est 2e. Attention à Red Bull qui s'est bien rapproché ce week-end et qui pourrait venir embêter McLaren dans les prochaines semaines. Derrière, comme je vous l'ai dit, il y a une bataille Alpine V-Carb qui est en train de se créer pour la 5e place. Et on attend toujours officiellement le premier point de Cadillac qui, vu les résultats de ce week-end, à mon avis, n'est pas prêt d'arriver. J'espère que cette course, en tout cas, vous aura plu. Je vous laisse me dire dans les commentaires votre avis sur ce week-end et tous les sujets qui ont été abordés. Nous, on se retrouve dans les prochains jours pour quelques sujets actuels parce qu'il y a pas mal de choses à dire en ce moment. En attendant, passez tous une bonne semaine. Portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.